je trouve important de capitaliser sur l'héritage d'une femme assez extraordinaire, Madame Montessori. Pardon pour tous ceux qui vont sursauter, là, les montessoriens dans la salle. D'ailleurs, qui n'ont pas encore bien compris à qui il s'adressait quand il disait mais ce que vous dites, c'est n'importe quoi, vous faites des erreurs. Non, attendez, vous n'avez pas compris. L'absolutiste que je suis, c'est-à-dire que quand je parle de quelqu'un, je le connais très, 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 très bien. Montessori, parfois, j'ai l'impression de vivre avec elle, vous voyez. Je l'ai étudiée pendant 10 ans, tous les jours, dans sa langue d'origine, dans les textes non traduits. J'ai travaillé avec sa biographe, je sais de quoi je parle. Et c'est aussi parce que je la connais très, 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 très bien et que je la respecte énormément que je sais aussi dire à un moment, là, il y a une erreur. Là, il y a quelque chose où ça n'aurait peut-être pas dû être comme ça. Et par respect pour cet extraordinaire et visionnaire héritage qu'elle nous lègue, eh ben, je vais essayer d'ouvrir un petit peu le champ de vision. Et donc, il se trouve que cette femme, qui était avant tout scientifique, avait un don d'observation extraordinaire. Et elle a beaucoup, beaucoup observé dans les classes qui se lançaient dans ce genre de démarche, donc de passer dans un mode de fonctionnement basé sur l'autonomie de l'enfant. Et elle a repéré des comportements assez significatifs et qu'elle retrouvait dans toutes les classes, des comportements qui témoignaient justement de ce passage de désordre, oui c'est ça, de ce passage d'un état de désordre à un état d'ordre intérieur chez l'enfant. Et ça, elle a écrit ce texte que je vais partager avec vous en 1949, donc c'était 3 ans avant sa mort. Donc ça date un petit peu, mais je trouve que c'est encore très d'actualité et c'est à regarder avec encore plus d'attention parce que c'était juste avant sa mort. Donc c'est vraiment presque un testament là, qu'elle nous lègue. Donc là, je vais parler de la femme scientifique, de l'observatrice et pas d'autre chose, quoi. C'est une conférence qui a été retranscrite, donc Discipline et liberté. Ce qu'on va faire, là, en lisant son texte-là, c'est aussi le lire avec les connaissances qu'on a scientifiques aujourd'hui qu'elle n'avait pas à l'époque. Elle tournait autour du pot, hein. Elle n'était pas loin. Il lui manquait juste les IRM et les sciences cognitives, en fait. Donc ce sont avec les mots de l'époque, hein. Une maîtresse inexpérimentée se trouve en but à bien des problèmes malgré son enthousiasme et sa confiance quand il s'agit de faire naître la discipline intérieure au sein de la petite communauté d'enfants. Donc là, quand elle parle de discipline intérieure, faire naître la discipline intérieure, elle parle du développement des fonctions exécutives. Elle s'imagine qu'ils doivent être libres de choisir leurs occupations et qu'il ne faut jamais les interrompre dans leurs activités spontanées. Ni semonces, ni menaces. Les récompenses et les punitions ne sont pas permises. Et quand on parle d'éducation bienveillante, etc., tout de suite paralysé, il ne faut pas lever le ton, etc. Il lui faut rester silencieuse et passive et attendre patiemment. Et c'est ainsi qu'elle agit, prête à effacer sa propre personnalité afin de laisser s'épanouir librement l'esprit de l'enfant. Elle a mis à la disposition de la classe une grande quantité de matériel, peut-être tout le matériel, et voilà que le désordre commence. Il s'accroît et risque d'atteindre des proportions inquiétantes. Serait-il possible que les principes que l'on vient de lui enseigner soient faux? Non, ils ne le sont pas. Mais entre la théorie et le résultat, quelque chose manque. L'expérience pratique. C'est bien parce que c'est pour ça qu'on est là. La discipline, et ça elle l'avait relevé donc très très tôt, dès 1907,
La discipline apparaîtra lorsque l'enfant, donc entendons, la discipline, on va la changer maintenant, on va mettre nos mots à nous. C'est un bon développement exécutif duquel émergera une autodiscipline, la confiance en soi, une structuration motrice, etc. Tout cela apparaîtra lorsque l'enfant aura concentré son attention sur un objet qui l'attire, et cette concentration rendra possible non seulement un exercice utile, mais encore le contrôle de l'erreur. Contrôle de l'erreur, elle entend par là que l'enfant va porter davantage attention à l'erreur parce qu'il va avoir une envie endogène de perfectionnement. Donc il va faire attention à ses erreurs et les surmonter pour se perfectionner. Il y aura vraiment un élan endogène. Né de la concentration, de l'intérêt. Elle parlait de polarisation de l'attention. En fait, la polarisation de l'attention, ce n'est rien d'autre qu'une concentration particulière qui a lieu lors d'une période sensible. Cette concentration est beaucoup plus forte parce que la plasticité cérébrale à ce moment-là, sur ces circuits neuronaux-là, est maximale. Tout ça, on l'explique aujourd'hui. Donc avec une volonté de perfectionnement. Une merveilleuse coordination de la personnalité enfantine naîtra grâce à ces exercices. Effectivement, quand on voit dans les classes, et c'est ce qui s'est passé à Gennevilliers, il y a une espèce de personnalité unifiée. Les enfants sont bien ancrés, ils rayonnent, ils sont bien, et c'est général. Ce n'est pas 1, 2, 3 enfants, c'est tous. Révélant un enfant calme, radieux, studieux, s'oubliant lui-même, donc indifférent au prix, ça c'est vrai, aux récompenses matérielles. Attention, ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Il y a la langue de l'époque. Parfois, et elle le disait elle-même, quand elle le disait à la fin de sa vie, à son petit-fils notamment, quand elle écrivait, donc attention quand vous lisez les écrits de Maria Montessori, qui sont formidables et extrêmement inspirants, elle avait une tendance à l'exagération pour faire comprendre des messages importants. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que nous fassions ce qu'elle dit exactement, ou que nous ayons la posture qu'elle invitait à avoir. Parce qu'elle le disait elle-même, elle est forcée le trait. Donc là, s'oubliant lui-même, je pense que là, on peut dire qu'elle forçait le trait. Mais c'était important à l'époque. À l'époque, c'était important, parce que c'était une vraie découverte. Cette autonomie de l'enfant, cette indépendance et l'émancipation qu'on lui offrait très tôt. Et donc ça, c'est très important. Une neuroscientifique très importante, vraiment, on peut dire que c'est la spécialiste internationale des fonctions exécutives, Adele Diamond, écrit et dit en conférence, après analyse des travaux de Montessori et avec les connaissances qu'elle a acquises en sciences cognitives, ce que Montessori appelle normalisation. Donc normalisation, c'est l'état d'ordre intérieur qui génère tout ce type de conséquences, le calme, les enfants qui rayonnent, qui sont studieux, autodisciplinés, etc. Donc ce que Montessori appelle la normalisation, quand ils reviennent à un état normal et non plus dévié, c'est ce qu'elle disait, eh bien, ça comprend le fait d'avoir de bonnes fonctions, de bonnes compétences exécutives. La normalisation est un passage d'un état de désordre, d'impulsivité et d'inattention à un état d'autodiscipline, d'indépendance, d'ordre et de paix. Et là c'est là où elle a vraiment, Montessori, une capacité d'observation remarquable. Parce qu'aujourd'hui, pourtant, nous savons ce que sont les fonctions exécutives, nous savons ce que ça engendre lorsqu'elles sont bien en place, et pourtant, il n'y a personne qui en parle. On ne voit pas, enfin si, certains en parlent, mais même pas avec cette pertinence, cette précision. Donc moi, je vous propose vraiment qu'on se saisisse de ce qu'elle avait observé sur ce sujet pour que nous puissions le prendre et le poursuivre. Et elle disait, ça c'est très 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 intéressant, Montessori, mais l'enfant de 3 ans qui arrive à l'école est un combattant. Et là, on peut vraiment voir les enfants de nos classes. Du fait qu'il a déjà été soumis à la répression. Entendons par répression le fait qu'il y a eu de la substitution. Les parents ou la famille ou l'entourage a souvent fait à sa place, lui a empêché de faire seul.
C'est ça qu'elle appelle la répression. C'est l'entrave de l'activité spontanée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en pleine période sensible, donc en période de sensibilité des fonctions exécutives, l'enfant va être poussé à faire par lui-même, eh bien, la répression pour elle, c'est quand l'adulte se met, s'érige comme ça en mur infranchissable entre cet élan endogène et les éléments extérieurs qui vont permettre de nourrir ces circuits en plein développement. Il s'est développé sur une attitude défensive qui masque sa nature profonde. Tout ce qui reste d'actif en lui, c'est la personnalité superficielle qui se dépense en mouvements incoordonnés et en idées vagues, cherchant à combattre ou à fuir l'oppression de l'adulte. Et c'était en 1950. Imaginons qu'en plus de cette substitution que les adultes continuent d'avoir auprès des enfants, donc qui empêche les enfants de développer de bonnes fonctions exécutives, par méconnaissance aussi, et parce que la société fait que nous allons tous très vite, donc nous ne laissons pas forcément le temps aux enfants. En plus de tout cela, qui existait déjà en 1950, aujourd'hui nous n'avons pas seulement des répressions, nous avons des perturbateurs attentionnels qui ne font pas de la répression, qui abîment, qui entravent le bon développement de ces compétences exécutives. Donc les écrans, l'alimentation hyper transformée, sous-minéralisée, le manque de sommeil en corrélation avec les écrans, le manque de jeux extérieurs, le manque de liberté qui ne fait qu'augmenter, le manque de contact avec la nature. Vous imaginez tout ça, ça vient jouer sur le développement des fonctions exécutives. Et à l'époque, c'était moins enfin même pas du tout, il n'y a pas d'écran à l'époque. Donc nous, en plus, on doit prendre tout ça. C'est-à-dire que les enfants sont dans un état beaucoup plus dévié, si je reprends son terme à elle, qu'à l'époque. Non, ce ne sont plus les mêmes enfants. Les symptômes ne sont plus de la même intensité. Est-il possible d'extraire quelques symptômes assez explicitement pour aider même théoriquement à reconnaître les différents stades à travers lesquels l'âme de l'enfant, entendons l'esprit, le développement cognitif, passe au cours de son ascension vers la discipline? Et je me permets de la corriger là sur l'âme, parce qu'au niveau de la traduction en italien, il y a parfois elle veut dire vraiment l'âme, et parfois pas du tout. Parce qu'avec la traduction, souvent il y a des soucis. Donc là, on ne sait pas ce qu'elle a voulu dire, mais pour aller dans notre sens, là, voilà, on va dire que c'est le développement cognitif. Oui, cela est possible, et c'est une pierre d'angle que nous pouvons poser pour aider la maîtresse pratiquement. Considérons l'enfant de 3 ou 4 ans qui n'a pas encore été atteint par les facteurs qui feront naître en lui la discipline intérieure. 3 caractéristiques coexistent en lui qui sont facilement reconnaissables. La première, et vous allez voir comme c'est corrélé à la vidéo qu'on va voir ensuite, les mouvements volontaires sont désordonnés. La coordination fondamentale manque. Évidemment, il n'y a pas de volonté. La volonté est liée au contrôle inhibiteur. Et si tout ça n'est pas en place, comment un mouvement volontaire peut-il se mettre en place de manière gracieuse et unifiée si au niveau exécutif, ce qui va commander les muscles, si ces commandes ne sont pas fonctionnelles, comment le geste peut-il être unifié et coordonné? Il ne peut pas. Donc évidemment, c'est un symptôme, ces mouvements complètement désordonnés. C'est que là, au niveau exécutif, au niveau des commandes, c'est tout mou, quoi. Bien sûr que c'est drôle de voir un enfant qui a du mal à se tenir comme il faut, mais il faut le regarder. Voilà, on prend des notes à ce moment-là. Ok, il en est là. Et ça ne sert à rien de lui crier dessus, à ce moment-là de le punir, etc. Ça ne sert à rien. Il est malade fonctionnellement, disons-le. Attention, je ne parle pas d'un enfant de 2 ans, hein. Je parle des enfants, là j'ai en tête les enfants de la classe de Marie à 6 ans, 7 ans. Là, c'est pas normal. Le petit enfant maladroit qui fait des mouvements désordonnés montrera par ailleurs d'autres caractères évidents, cris, contorsions. Est-ce que
des enseignants là reconnaissent des enfants de leur classe? Levez la main. D'accord. Donc ça, premier, on ne l'oublie pas. Une autre caractéristique qui accompagne toujours la précédente, c'est la difficulté ou l'incapacité de fixer son attention sur des choses vraies. Son esprit préfère vagabonder dans le domaine de la fantaisie. L'esprit vagabonde, qui se sépare de la réalité, se sépare donc de sa fonction normale, par conséquent de la santé. Dans ce monde de fantaisie vers lequel il tend, donc attention, vers ce monde de fantaisie totale, c'est-à-dire qu'il n'y a que ça, hein, ce sont des enfants avec lesquels on n'arrive pas à entrer en contact. Vous savez, on se met autour d'une table avec une activité avec ces enfants-là et on n'arrive pas à être en contact avec eux. Ou quand on essaie de leur parler, vous leur parlez de quelque chose, ils vous racontent quelque chose qui n'a rien à voir avec la choucroute, quoi. Ils ne sont pas là, quoi. Il n'existe aucun contrôle de l'erreur, en fait, aucun contrôle inhibiteur qui soit capable de coordonner la pensée. L'intérêt pour les choses réelles, pour leurs applications, est amoindri. Il faut que la maîtresse cherche à attirer l'attention de l'enfant sur quelque chose de réel, en rendant la réalité accessible et attrayante. Nous n'avons pas besoin, ça c'est vrai que c'est important, nous n'avons pas besoin de corriger les aspects plus ou moins évidents d'une déviation fondamentale. Aussitôt que l'esprit est capable de se fixer sur des choses vraies, l'intelligence fonctionne sainement. Elle le dit là, l'intelligence fonctionne sainement. C'est ça les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives bien développées, c'est une intelligence qui est saine, qui est fonctionnelle. Et petit point, quand je disais tout à l'heure qu'elle avait tendance à exagérer, et elle le reconnaissait très facilement elle-même, dans son cercle familial restreint, là, elle le fait, là. Elle l'a fait, vous voyez, c'était une très bonne intention, c'est qu'elle observait ça chez les enfants, cette tendance elle appelait ça la fuite dans l'imaginaire, la fuite totale dans l'imaginaire. Et donc, elle en est arrivée à avoir une réaction radicale, à dire il ne faut pas parler aux jeunes enfants de choses qui ne soient pas des choses vraies et réelles. Nous ne parlons que de choses vraies et réelles, car à force de leur raconter des histoires, des contes, etc., nous créons nous-mêmes la déviation, nous la nourrissons, et puis nos enfants finissent par être comme cela. Et donc, elle dans sa méthode, elle interdisait, n'était pas autorisée, la lecture de contes. Et elle confiait à la fin de sa vie à son petit-fils, qui s'appelait Mario Junior, qui était psychologue. À la fin de sa vie, il lui pose la question quand même, autour d'un feu de cheminée, il lui dit « Mais enfin, j'aimerais te poser une question, c'est que toute ta vie, tu t'en es quand même pris plein la tête. » Il ne le disait pas comme ça, mais ça voulait dire ça. Tu t'en es quand même pris plein la tête par rapport à cette histoire d'interdiction des contes, de lecture des contes aux plus jeunes. Tout le monde t'a critiqué, la presse, tes contemporains, d'autres pédagogues, etc. Tu as tenu bon jusqu'au bout, et pourtant, à nous, tes petits-enfants, tu nous lisais tout le temps des contes. Pourquoi ? Et elle a ri, et elle dit parce que pour faire passer une idée, il faut être radical. C'est juste une information à garder en tête quand on lit ses écrits. Je le dis aux personnes qui suivent les formations Montessori. Gardez ça en tête. Elle avait besoin d'envoyer un message fort à l'époque. C'était nouveau. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut se détendre. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas ramener, saisir, rappeler l'esprit de l'enfant, son intelligence, à des choses concrètes et réelles, là, ici, maintenant. Et que peut-être avec certains enfants, effectivement, les histoires un petit peu trop farfelues, on va peut-être diminuer un peu avec certains de ces enfants. Mais voilà, rien n'est systématique, tout doit s'adapter. Le troisième phénomène, concomitant aux autres, est une tendance à l'imitation sans cesse grandissante. Ce signe de faiblesse constitue une exagération d'un trait de caractère qui est normal chez l'enfant plus petit, c'est-à-dire de 2 ans.
Là, ce qu'elle dit, on le dit au niveau neuroscientifique, c'est-à-dire qu'avant 2 ans, quand l'enfant a 2 ans, il a de compétences exécutives qui sont faiblement développées, c'est normal, et donc il a peu de contrôle inhibiteur. Donc c'est normal. Il imite. Il a une tendance à l'imitation naturelle. Un enfant qui se jette par terre, il le suit, il rit un petit peu de tout ce que peut faire le copain, etc. Et elle parle de faiblesse, constitue une exagération d'un trait de caractère. Ce n'est pas un trait de caractère à 2 ans, c'est un état de développement. Cela indique une volonté qui n'a pas encore préparé ses instruments de trouver son cours, mais qui suit les indications des autres. Il suffit que dans une classe, un enfant se livre à un acte brutal, bruyant, tel que se jeter par terre, rire ou crier, pour que plusieurs enfants, et peut-être tous, suivent son exemple. L'action se répercute et se multiplie à travers un groupe, voire à travers toute la classe. Cette sorte d'imitation conduit au désordre collectif, antithèse de la vie sociale qui relève du travail et du bon ordre. La tendance à l'imitation propage et exalte au sein du groupe les défauts d'un seul. Mais le problème, ce n'est pas le seul. C'est qu'il y a un seul avec plein d'autres qui n'ont pas un bon contrôle inhibiteur et de bonnes fonctions exécutives. Et c'est ce mélange qui ne donne pas un bon résultat. Et nous, on a toujours tendance à dire, dis donc, celui-ci, il nous désorganise le groupe. Il est un révélateur de l'état moins visible des autres. Donc ça, ce sont les trois phénomènes, les 3 déviations, elle appelait cela comme ça, qu'elle observait. Et je crois que c'est vrai que ce sont des déviations. Parce qu'à partir du moment où la période de plasticité est en train de se refermer sur les fonctions exécutives, ce qu'il reste, là pour le coup, ça devient quelque chose qui reste et qui ne s'est pas construit de manière saine et dans le bon axe. Donc, on peut considérer qu'il s'agit d'une déviation. Je préfère parler de symptômes. C'est un symptôme. Ce sont des enfants qui sont malades fonctionnellement. Mais on peut remettre dans l'axe. On peut le faire et on doit le faire. Simplement, il faut avoir conscience que ça ne va pas être agréable. Ça ne va pas être agréable pour les enfants. Au début, ce n'est pas agréable. C'est un peu comme une épaule déboîtée, là, qui pendouille, on n'a pas envie de la remettre parce qu'on sait que ça va faire atrocement mal, mais à un moment donné, il faut y aller. Et c'est notre travail de faire ça. Et je répète et j'insiste parce que dans la démarche qu'on a, qui est une démarche physiologique, positive, respectueuse, et bien d'un seul coup, se retrouver avec cette posture que l'on doit avoir, qui est un petit peu ferme, qui doit contenir, qui doit diriger au départ. On doit le faire, qui doit imposer. Mais souvent, on a l'impression que ça, c'est pas du tout... c'est 2 choses différentes. On associe la posture ferme qui impose au fonctionnement traditionnel, et puis l'autre côté, c'est une posture de guide, d'accompagnateur, etc. Oui, non, mais attendez, ça, c'est quand les choses sont en bon état de marche. Bien sûr que dès que les choses sont dans leur axe, alors là, on n'a plus qu'à se mettre en retrait, à s'effacer et à laisser les choses suivre leur cours. Mais avant ça, on doit réparer. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Qu'on n'entend pas. Et c'est dangereux et c'est mensonger. On ne peut pas considérer qu'on va aujourd'hui, avec les enfants qu'on a aujourd'hui, même dans les milieux favorisés, avec tous les perturbateurs attentionnels qui existent, on ne peut pas considérer qu'on va changer de pratique pédagogique, on va être très, très respectueux de l'enfant et lui parler très gentiment, très joliment, avec des fleurs qui sortent de la bouche comme ça, et que tout va bien se passer. Non, pas du tout. Parce que si c'est ça que vous pensez, et je suis certaine que dans la salle, il y en a qui le pensent, eh bien, je pense que la période la plus critique est passée. Peut-être au printemps, ça reviendra. Mais peut-être vous ne passerez pas le printemps. Vous dire, en fait, ce n'est pas pour moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça marche pas. La bienveillance, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut donner le bon traitement, poser le bon diagnostic et
et avoir la bonne réponse. L'enfant au stade de chaos. Donc, mouvement désordonné avec cris, contorsion, etc. Premier. Ça, c'est contrôle inhibiteur et capacité de planification et de coordination sous-développée. Ça s'explique au niveau scientifique. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de... Okay, c'est terre à terre, ce que Montessori disait. Elle avait juste pas... Je suis sûre que si aujourd'hui elle pouvait redescendre, elle dirait c'était ça. C'était ça, je parlais de ça. Les fonctions exécutives. Fuite constante dans l'imaginaire. C'est la difficulté à entrer en contact avec l'enfant autour d'une activité, incapacité d'attention. Ça, c'est que le système exécutif n'est pas là pour tenir l'attention. L'enfant entend de quoi on parle. Je ne pense pas que ce soit un problème d'audition, il entend. Mais la seconde d'après, il est parti ailleurs. Son imagination l'a emmené, et puis le contrôle inhibiteur n'a pas pu faire son travail de « Ok, je laisse passer cette idée, puis je réponds à ce qu'on vient de me dire ». Tendance à l'imitation, donc difficulté à prendre du recul, on pourrait rajouter tous ces symptômes, à réfléchir avant d'agir. C'est la même chose. Enfin, dis donc, non, ça a la même cause, un manque de contrôle inhibiteur. Donc, difficulté à faire preuve d'initiative et de bon sens, et voilà, c'est madame, je range mes chaussons, alors que la caisse pour les chaussons elle est juste là. Et du coup, dépendance aussi. On verra ça juste après. Donc voilà, c'est tout ce qu'on pourrait rajouter en dessous, parce que donc, les 3 premiers, ce sont les symptômes que Montessori avait remarqués. Mais donc il y a aussi l'incapacité à aller au bout d'une tâche, que l'enfant s'est pourtant fixé lui-même, et même s'il ne rencontre pas d'obstacle. Il a choisi, il n'y a pas de problème, mais vraiment il n'arrive quand même pas à aller au bout. Aucune persévérance. Parce que manque de contrôle inhibiteur aussi. Incapacité à différer une envie qui passerait par là, une distraction. Incapacité, évidemment, à aller au bout d'une tâche dès qu'il rencontre la moindre difficulté. Pour les mêmes raisons. Incapacité à attendre que l'adulte ait terminé de parler pour parler. Incapacité. Il y en a, ils ne sont pas capables. Je suis rentrée dans une classe de 3e maternelle à l'école 4 saisons. Je n'avais jamais vu ça. C'est une classe, on rentre, aucun contrôle inhibiteur. Ils n'arrêtent pas, mais c'est toutes les 5 secondes, il y a peut-être 6 ou 7 enfants en même temps qui demandent « Madame, madame, madame ». J'ai dit, c'est une blague. Ils cherchent du lien, il y a quelque chose. Non, non, non. Ils sont justes. C'est tout ce qu'on vient de dire là. Donc, pas de contrôle des gestes, difficulté à fixer son attention sur des choses réelles, incapacité à se fixer des objectifs, incapacité à aller au bout des objectifs, manque de persévérance, d'esprit d'initiative, de prise de distance. Entendez bien tout ce que je vous dis là. Parce qu'une fois que c'est en place, tout ça revient, comme par magie. Et on se dit, oh, quel miracle qui s'est passé, il s'est passé quelque chose de magique. Non, 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 rien du tout magique. Juste un bon développement exécutif. Donc, entendez bien tous les défauts qu'on peut observer. Manque de persévérance, manque d'esprit d'initiative, incapacité à prendre de la distance, du recul, manque de volonté, dépendance vis-à-vis de l'adulte. Mais oui, parce que quand il n'y a pas de système exécutif en place, l'enfant c'est le système exécutif qu'il utilise, c'est celui de l'adulte. Il est complètement dépendant, accroché au jugement de l'autre, au jugement, à sa direction, etc. Manque de confiance en soi, évidemment. Peur de l'échec. Timidité excessive, parfois, effectivement. Montessori avait repéré ça et on le constate. Et donc, dès que tout ça est en place, ça se fait pas soudainement, mais c'est assez rapide quand même, eh bien, c'est l'inverse qu'on observe chez les enfants. Et c'est là où les parents sont surpris, quoi. Indépendance. Caractère émancipé. À 4-5 ans, ça surprend quand même. Confiance, discipline, capacité à prendre du recul, flexibilité cognitive, et tout ce qu'on vient de dire. Donc, plus peur de l'échec,
Ce sont des enfants qui y vont. Ils n'ont pas peur de se tromper. Parce qu'ils savent que s'ils se trompent, ils recommencent. Et au mieux, ils ont réussi. Au pire, ils ont appris. Ce que je voudrais juste qu'on comprenne, c'est que les enfants dont on parle là, avec ceux qui auraient des symptômes de fonctions exécutives sous-développées ou mal développées, et ceux qui auraient des bonnes fonctions exécutives, j'aimerais qu'on entende ici, dans cette pièce, et qu'on se le mette dans le crâne, ce sont les mêmes enfants. L'un aurait pu être dans l'état de l'autre, et l'autre dans l'état du copain. Ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des enfants qui sont juste nés dans un endroit qui ne leur a pas permis de développer comme le copain. Ce ne sont pas des traits de caractère. Ne projetons pas ça sur eux. Ah mais lui il est comme ça. Non. Il s'est construit comme ça. L'environnement l'a construit comme ça, mais il n'est pas comme ça. Et là aussi, on a une responsabilité, nous, de porter un regard, mais pas différent, de véritablement porter un regard et de ne pas porter un jugement sur l'enfant. Le regarder pour ce qu'il est, un être humain qui est un peu bancal, là, mais qu'on va remettre droit. Pour qu'il puisse être ce qu'il est, véritablement. Vous voyez, l'image que j'ai, c'est, même si je ne suis pas très bonne en métaphore, je la dis quand même, celle-ci, c'est que j'ai le sentiment avec les enfants qu'ils sont tellement tout de travers, là, comme ça, tout intérieurement, quoi, c'est pas physique, et quoique, c'est physique aussi, effectivement, ils sont tellement tout de travers que c'est comme si, du coup, ça passe pas, quoi. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à jaillir. Et le fait de les remettre, de les recentrer, de les remettre droit dans leur axe, il y a quelque chose qui jaillit, quoi. Et ce quelque chose, eh ben, ça vous bouleverse. Parce que c'est eux, profondément eux, quelque chose qu'on est incapable de construire. Nous, par notre volonté ou notre amour, etc. C'est ce qu'ils sont. Cette maîtresse peut se trouver dans une grande anxiété, évidemment. Et ça, alors là, je pense que ça parle à tout le monde. Lorsqu'elle se trouve appelée à diriger toute une classe composée de tels enfants. Lorsqu'elle ne possède que l'idée de base, 2 points, j'aurais dû mettre tout ça en gras, leur donner les moyens de développement et les laisser libres de s'exprimer. Voilà, ça, c'est ce qu'on croit. On va leur mettre du beau matériel Montessori et leur dire, les enfants, on va être autonomes et tout va bien se passer. Et là, c'est la catastrophe. Et on ne comprend pas. Et on ne comprend pas. Le petit enfer qui a commencé à se dessiner attire à lui tous les enfants. Et la maîtresse, si elle reste passive, se trouve submergée par le bruit et la confusion. Vous avez entendu, vous avez lu, si elle reste passive, elle doit aider ces petites créatures qui sont en train de se précipiter sur la pente descendante. J'abonde dans le sens de Maria Montessori. Je relis, elle doit aider ces petites créatures qui sont en train de se précipiter sur la pente descendante. Elle doit les appeler, éveiller ce qui dort encore grâce à sa voix et à sa pensée. Et sa voix, ça ne va pas être une voix toute douce tout le temps. Et la pensée, ça ne va pas être une pensée un peu molle, gentille, trop gentille. Non. On va avoir de l'ambition. Et vous voyez, elle le dit. Si elle dit ça, c'est que quand même, n'ayez pas peur de détruire le mal. Bon, il mettait le bien et le mal, c'est avec la vision de l'époque, mais en gros, si je devais aujourd'hui traduire cette phrase avec ce qu'on connaît, c'est « N'ayons pas peur d'heurter quelque part l'enfant avec trop de fermeté dans un moment où il est dans un état d'un tel désordre, de toute façon, il n'arrive pas à se construire sainement. N'ayons pas peur à ce moment-là de le déstabiliser, de le brusquer. N'ayons pas peur de ça, même s'il nous regarde un peu comme ça et qu'on le sent en difficulté, n'ayons pas peur. Parce qu'on ne va rien... Ce qu'on va heurter, de toute façon, doit bouger.
il n'y a que le bien, c'est-à-dire il n'y a que quand l'enfant est là, structuré. Et là, il faut faire attention, très très attention. Disons qu'il ne faut pas avoir peur de saisir par les mots, par l'intonation, par la pensée, par l'intention qu'on a pour l'enfant. Le saisir. Ah bon, moi je vais faire ça, moi ? Oui, tu vas faire ça. Oui. Alors que ça, une fois que l'enfant est bien ancré, on peut plus se permettre ça. On peut plus. D'abord, il ne le ferait pas, donc nous ignorer, non, en fait, ça n'a pas de sens, donc je ne vais pas le faire. Et il aura raison. De même que nous devons appeler un enfant par son nom avant même qu'il ne sache répondre, de même il est nécessaire d'appeler vigoureusement son âme. La maîtresse prend ses matériaux à l'école, donc ses contenus pédagogiques, didactiques, de même que ses principes. Puis elle doit faire face par elle-même à la situation. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a vraiment un travail et une méthodologie à faire en collectif, ce qui n'existe pas vraiment aujourd'hui dans le suivi de ce genre de situation. Le problème ne peut être résolu que grâce à son intelligence, ça c'est vrai. Et il sera différent dans chaque cas particulier. Le bon médecin, comme le bon maître, est un individu, non une machine à administrer des médicaments ou à appliquer une méthode d'éducation. Les détails doivent être laissés au jugement de la maîtresse lorsqu'elle fait ses premiers essais. Ainsi, elle doit savoir s'il vaut mieux, dans le désordre, élever la voix ou bien parler bas à un petit groupe d'enfants. Elle pourra faire taire les autres en suscitant leur curiosité. Un accord violemment frappé sur le piano peut parfois stopper le désordre, comme un coup de fouet. Une maîtresse expérimentée, et moi je dirais, et ayant soi-même de bonnes fonctions exécutives, ça c'est important. Étant soi-même autonome, émancipée, confiante, suffisamment sûre. Non mais ça par contre, c'est pas du tout à prendre à la légère. Ne vous lancez pas, je vous le dis très très honnêtement, ne vous lancez pas dans un fonctionnement comme ça si vous n'êtes pas vous-même ancré. Ancré, ça veut dire donc confiant, d'avoir confiance en soi suffisamment pour quand on va se prendre une gamelle, ne pas être démoli. Parce que des gamelles, vous allez en prendre plein tout le temps, tous les jours. Mais ça va vous faire apprendre. Il n'y a que par là, on ne peut passer que par là. Donc, vraiment, c'est important. Nous devons avoir un bon ancrage, être bien solide. Parce que les enfants ont besoin de nous, ils ont besoin de ça, pas de quelqu'un qui ne sait pas, qui doute, qui a un peu peur, qui ne sait pas trop où il va. Non. Juste, n'y allez pas, s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour eux. Restez dans votre fonctionnement là où vous êtes sûr de vous et vous leur serez beaucoup plus utile. Ce sont des bateaux sans gouvernail. Ils tanguent avec le mouvement de l'océan. Ils ont besoin de quelqu'un à qui se raccrocher, qui ne va pas tanguer. Ils ont besoin de ça. Si vous tanguez avec eux, alors là... Donc, une maîtresse expérimentée et ayant de bonnes fonctions exécutives n'aura jamais le même désordre dans sa classe parce qu'avant de se retirer sous sa tente, elle veillera d'abord, dirigeant les enfants, comme pour les préparer d'une façon indirecte, c'est-à-dire en mettant un frein. Tout de suite, on négocie pas, on ne leur demande pas l'autorisation, c'est stop. Au mouvement incontrôlé. Il existe dans ce but une série d'exercices préparatoires dont la maîtresse doit se souvenir. Donc c'est les petits exercices préliminaires, la chaise, le tapis, c'est vraiment parfait, ça aussi pour travailler les mouvements qui ne sont pas coordonnés. Les enfants dont l'attention n'est pas fixée, ils trouveront une aide solide. Et ça, c'est très clair. On est d'accord, ça fait encore très sens tout ça. Ensuite, il y a, et ça, je pense que la majorité d'entre nous, de toutes les personnes qui sont là, en sont là, c'est l'ordre apparent. On se dit, ah ça y est, et non.
Malgré un ordre apparent, les enfants passent d'une chose à l'autre, font l'exercice une fois et vont chercher quelque chose d'autre dans l'armoire. Le mouvement vers l'armoire est continuel. L'enfant est comme une abeille, et comme l'abeille qui vole de bouton en bouton mais ne trouve pas la fleur où s'installer pour en extraire le nectar et être satisfait. La maîtresse sent combien sa tâche est difficile à ce moment où l'attention est dispersée. Elle aussi va en général d'un enfant à l'autre, les entraînant par sa propre anxiété dans une agitation fatigante. Beaucoup d'enfants, dès qu'elle a le dos tourné, jouent avec le matériel, s'enlacent et l'utilisent de façon absurde. Quand ça vous arrive, ne vous sentez pas mal. Notez, ils en sont là. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas vous. Ôtez-vous ça du dos et des épaules. Ils en sont là pour l'instant. Cette discipline apparente est chose très fragile, et la maîtresse qui sème le désordre dans l'air est dans un perpétuel état de tension. Il est nécessaire que la maîtresse puisse comprendre la condition des enfants. Ils sont dans une période de transition. En ce qui concerne le progrès, il y a peu de choses à constater. Ce stade est plus proche du chaos que de la discipline. Alors, que faire ? Je me permets de la lire parce que, je veux dire, on parle d'une femme quand même extraordinaire qui, là, était à la fin de sa vie. Elle avait eu le temps de choisir les mots, de faire ses observations. Je ne vois pas qui pourrait faire mieux, et elle a consacré sa vie à ce passage-là. Donc, je pense qu'on a tout intérêt à lire ça. Tout le travail de ces enfants sera imparfait. Les mouvements élémentaires de coordination seront sans force et sans grâce, et leurs actions capricieuses. Ben oui, il n'y a pas de contrôle exécutif. Ils ont à peine progressé par rapport au premier stade auquel ils n'étaient pas en contact avec la réalité. Ce n'est qu'une convalescence après la maladie. Dans cette période cruciale du développement, la maîtresse doit exercer deux fonctions différentes. D'abord, avoir un regard sur tous les enfants. Ensuite, donner des leçons individuelles. Le regard à l'ensemble de la classe et les leçons individuelles exactes sont les deux éléments qui permettent le développement de l'enfant. La maîtresse doit faire attention à ce stade de ne jamais tourner le dos à sa classe pendant qu'elle s'occupe isolément d'un enfant. La leçon exacte et puissante, donnée dans l'intimité de chaque individu séparément, est une offrande qu'apporte la maîtresse à la profondeur de l'esprit de l'enfant. Cette dernière phrase qui est très importante, je la dirai autrement. En fait, quand elle parle de leçon exacte, pour les petits, c'est vraiment très important. Pour les tout petits, donc jusqu'à 4 ans, quand vraiment les fonctions exécutives sont totalement désordonnées. Mais on va dire jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi. En fait, c'est quand les fonctions exécutives sont en train de se développer encore, mais pas suffisamment. Et l'exactitude, avec un objectif donné, va susciter chez l'enfant l'envie, va réveiller les fonctions exécutives en développement et les inviter et leur comme donner envie de s'exercer, quoi. Et donc, à ce moment-là, la leçon exacte, alors que c'est le bazar partout, de rester avec un enfant petit et de prendre le temps de l'exactitude, c'est pas faire du zèle. C'est qu'à ce moment-là, il a besoin de ça pour avoir la bouche qui s'ouvre comme ça et avoir envie de recommencer, de répéter, parce que c'est exactement ce qu'il lui faut pour exercer ses fonctions exécutives en plein développement. Quand ils grandissent, les enfants 3e maternelle, au CP, CE1, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une leçon exacte qu'il leur faut. Là, c'est plus une leçon, un moment d'intimité, de complicité partagée, de vraies rencontres avec l'autre. C'est plus ça pour les plus grands.
Et donc la discipline, quand ça arrive enfin. Donc la discipline, en fait, c'est le titre qu'on pourrait donner aujourd'hui. Ce qu'elle appelait, elle, la discipline, eh ben, c'est des compétences exécutives fonctionnelles, point. Il n'y a rien d'exogène à ça, parce que dans discipline aussi, on pourrait entendre quelque chose qui a été inculqué de l'extérieur, même si elle parlait de discipline, d'autodiscipline. La maîtresse commence à se sentir inutile parce que les progrès de l'enfant sont disproportionnés par rapport au rôle qu'elle joue. Qui a déjà vécu ça? Cette phrase, dans sa classe. Ah, ok. Ok. Eh bien, alors ça sera vraiment intéressant qu'au mois de mai, il y ait plein de mains qui se lèvent. Donc, effectivement, quand les fonctions exécutives sont en place, eh bien, on se sent un peu inutile, il faut le dire. Hein. Ils vont tellement vite, tellement vite, et de manière tellement brillante, j'ai envie de dire. Ce qu'ils disent est brillant, ce qu'ils disent est intelligent, vif, pertinent, à tous les points de vue, hein, relationnel, au niveau des compétences, des connaissances fondamentales. On se sent vite dépassé. Hein. Elle voit constamment les enfants devenir plus indépendants dans le choix de leurs occupations et dans leur faculté d'expression. Et leur progrès semble quelquefois presque miraculeux. Elle se sent tout simplement une servante dont la tâche est de préparer l'environnement et de s'effacer. Voilà. Quand on a traversé le désert après 1, 2, 3 ans, on arrive là, et là on peut faire de la discipline, là, vous voyez, la pédagogie bienveillante qu'on avait en tête. Enfin, bienveillante, c'est bienveillant aussi avant, mais dans l'esprit qu'on a de bienveillant, de tout doux, tout... Vous avez vos élèves qu'un an, ben ça c'est un problème. Votre carrière va être longue, elle va vous sembler longue. Si vous ne faites que de passer chaque année à passer les enfants du chaos à l'ordre apparent, mais j'espère que vous vous survitaminez. Ça ne va pas pouvoir tenir, en fait. Je n'ai pas de réponse, mais parce que ça appartient au fonctionnement d'une école, mais il faut voir les choses en face, juste. Et tout ça est vrai de vrai. Le jour où un enfant, vous le reconnaissez là, vous dites « Ok, fonction exécutive bien développée. On coche la case. Enfant indépendant, émancipé. » C'est le type d'enfant qui vous dira, si jamais vous lui demandez « Excuse-moi, est-ce que tu voudrais bien m'aider? J'aurais ceci à faire. Est-ce que tu veux bien faire ceci ?» Et il va vous dire d'une manière particulièrement jolie et élégante « Très bien, Madame Untel, je vais le faire lorsque j'aurai terminé ça. Et puis ensuite, je reviendrai, parce que pour ce moment, je suis occupée. Mais dès que j'ai terminé, je t'assure, je viendrai faire ce que tu m'as demandé. » Ça se produit, vraiment. Il commencera à accumuler des travaux terminés, dont personne ne sait rien, sans mettre son nom, obéissant simplement à un besoin de produire en quantité et de perfectionner sa production. Ça, c'est un symptôme aussi. Parce que, oui, on parle souvent des symptômes négatifs, mais il y a aussi les indicateurs positifs quand les choses sont en place. Ça s'en est, ça s'en sont plein. Ce qui l'intéresse est de finir son travail, non pas de le voir admirer, ni de l'amasser comme sa propriété. Et c'est la période pendant laquelle la discipline s'établit. Une forme de paix active, d'obéissance et d'amour pendant laquelle le travail se perfectionne et se multiplie. Et oui, c'est vrai, ça paraît fou, magique, un peu mystique même, mais pour le coup, moi qui ai tendance à démystifier, désacraliser, là c'est vrai tout ça. Hein. Les enfants deviennent radieux, et il y a quelque chose qui rayonne d'eux comme de l'amour et de la paix, quoi. C'est vrai, on ne peut pas dire autre chose. Mais seulement lorsque l'on a aider ces enfants à développer de bonnes fonctions exécutives, non pas pour qu'ils répondent à nos demandes, mais pour qu'ils répondent à leurs demandes endogènes, à leurs besoins, à leurs élans endogènes, à ce qu'ils sont. Et là, il y a deux choses il y a deux chemins qui se séparent. Hein.
On peut développer les fonctions exécutives dans un sens qui ne va pas faire ça. Où les enfants vont être excellents pour répondre à la consigne de l'autre. Ils vont exceller à ça. Mais, est-ce que c'est ce qu'on veut ? Moi, c'est pas ce que je souhaite, en tout cas. Du tout. Après, chacun fait son choix. Mais si on veut voir ça, cette espèce de puits sans fond d'élégance, d'amour et de dignité et de joie, alors on essaie de, bien sûr, on cadre, on structure, on dirige jusqu'à ce que l'enfant soit dans son axe, et à ce moment-là, on lâche. Et là, on le guide pour qu'il aille vers ce qu'il est. Et là, nous, on se met en retrait. Mais le développement des fonctions exécutives ne veut pas forcément dire ceci. Il faut juste que ce soit clair.